Je vous emmène près du Havre cette semaine rendre visite au club Corail 76, une association basée à Gonfreville-Lorcher en Seine-Maritime qui va fêter en 2027 ses 50 ans. Tout comme les voitures Corail d'ailleurs qui elles sont apparues sur les rails en 1975, mais sur la ligne Paris-Le Havre l'année suivante, d'où le nom qui fut donné au club. Si son réseau à l'échelle HO est toujours en cours de construction, il est suffisamment avancé pour valoir la peine d'être visité, ce qui peut être fait du reste tous les dimanches matins puisque les locaux sont alors ouverts au public. Mais si jamais vous êtes un peu loin du Havre pour vous y déplacer, je vous propose de le faire via ce nouveau reportage. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Corail 76 a la chance d'être hébergé depuis bientôt 50 ans par la commune de Gonfreville-Lorcher. Une stabilité qui lui a permis de se développer et de déployer un grand réseau qui bien sûr a évolué avec le temps d'un point de vue technique puisqu'il a finalement été récemment converti au numérique, mais aussi dans sa configuration de base. Depuis la création du club, effectivement, le réseau a beaucoup évolué. On est parti d'un réseau en 77 avec y compris l'ajout de certains modules qui existaient à l'époque. Et la configuration actuelle date de 2008-2009 à peu près. On s'est stabilisé sur ce type de réseau. On a aujourd'hui effectivement un réseau qui fonctionne avec 2 voies principales qui tournent aujourd'hui, qui sont alimentées. Grâce à la Digitest, on est passé au digital en 2020. On est passé du système ancien Pégase en analogique, pour les anciens qui connaissent ce système. On a opté donc pour le digital, qui était, à notre sens, l'avenir du modélisme ferroviaire en tout cas. Et vous-même, vous n'étiez pas forcément convaincu, hein? J'étais pas convaincu du tout, j'étais même franchement hostile parce que collectionneur depuis ma tendre enfance d'un certain nombre de trains, je ne voyais pas me séparer de mes anciennes voitures, de mes anciennes locomotives, mes anciens autorails pour racheter du matériel digital dont on connaît aujourd'hui les coûts assez prohibitifs pour certains modèles. Mais j'ai vite appris qu'avec un modèle de base, un module de base, un décodeur à 22 ou à 25 €, on pouvait aujourd'hui facilement digitaliser une ancienne Jouef, une ancienne Pico, une ancienne AS. C'est le cas d'un autorail ABJ qui tourne régulièrement sur le club pour ce qui me concerne. Donc c'est ça qui vous a convaincu de faire la bascule vers le numérique Ça m'a aidé à faire la bascule. J'ai eu aussi d'autres modèles qui étaient facilement adaptables par la simple pose du décodeur, sans soudure, sans complications. Et donc, c'est effectivement, aujourd'hui, je suis convaincu que le digital est l'avenir du modélisme ferroviaire. Et Digitest, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce système-là par rapport à d'autres? Digitest, c'était à la fois le faible encombrement, les grosses possibilités qu'il offrait, et puis on avait surtout, on s'était assuré du suivi de la livraison possible d'un certain nombre d'éléments nécessaires au fonctionnement, les différents modems, les différents modules qui sont nécessaires à faire fonctionner les aiguillages, à faire fonctionner les cantonnements, etc. On a pu mettre tout ça en œuvre et on va compléter la Digitest par l'achat d'un logiciel d'exploitation qui permettra, comme dans la réalité, d'avoir un système de fonctionnement par cantonnement, les arrêts en gare, les ralentissements, etc. Parce que pour l'instant, le cantonnement, c'est chacun qui le réalise avec sa poignée et qui suit ses trains, quoi. Complètement. Aujourd'hui, comme je le dis souvent en rigolant, on navigue à vue, c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les copains soient vigilants sur la circulation de leur train, de façon à éviter tout rattrapage, voire au pire, toute collision. Le réseau est organisé comment là, en termes de il y a combien de circuits? Les trains font quel type de parcours? Comment ça? C'est un grand circuit qui, vous avez vu la forme qui est en U, avec 2 voies qui se superposent à un moment donné, des rampes hélicoïdales à chaque extrémité qui permettent le retournement des trains. Et donc, on a aujourd'hui 7 à 8 trains qui peuvent fonctionner en même temps, qui peuvent rouler en même temps. À terme, on montera entre 12 et 14 trains, 12 à 14 convois par séance. Parce qu'il y a encore toute une partie là, qui est en construction, notamment une nouvelle grande hélicoïdale là, que vous allez certainement prochainement mettre en service. On va procéder prochainement aux essais de la rampe hélicoïdale. Ça fait à peu près 8 mois qu'Alain, notre électricien à maison, est en train de travailler dessus. On va procéder aux essais et la rampe hélicoïdale, pour l'instant, a pour principal objet de détourner les trains de leur circuit habituel de façon à augmenter le temps de passage des trains entre le moment où il passe une première fois devant vous et où il revient. À terme, cette rampe hélicoïdale desservira une deuxième rampe hélicoïdale qui remontera vers un nouveau projet qui est, lui, à de très longue haleine, avec la construction d'un dépôt machine et la construction d'une gare terminus permettant d'avoir à quai 6-8 voies avec TGV, etc. Dans une autre partie qui n'est pas dans le U là, mais qui est un petit peu à l'extérieur. Qui va venir se greffer
et qui sera indépendante du système de gestion par ordinateur, puisque là, on pourra véritablement jouer au train, constituer nos propres rames à partir du dépôt de la machine, prendre la machine au dépôt, l'amener sur le quai, l'accrocher et partir ensuite rejoindre le fonctionnement habituel du réseau. En termes de décor, vous n'êtes pas du tout inspiré de la région, j'ai l'impression. C'est un peu montagneux pour la région du Havre, il me semble. Voilà, c'est ça. On est tout à fait sur un réseau d'inspiration libre. Les montagnes n'ont pour seul objet que de camoufler les rampes hélicoïdales, les coulisses et les moments de superposition des deux voies. Néanmoins, ça nous permet aussi de tricher un petit peu avec la circulation des trains, parce qu'on peut imaginer que nous sommes dans l'arrière-pays, soit dans les Vosges, soit dans les Ardennes, pourquoi pas les Pyrénées ou les Alpes, et ça permet de faire entrer sur le réseau du matériel belge, italien, allemand, suisse, voire espagnol. Parce que le principe, comme dans beaucoup de clubs, c'est ici que le club fabrique et fournit l'infrastructure, le réseau, mais chacun vient avec le matériel qu'il a envie de voir rouler. Exactement. Chacun vient avec son matériel, en fonction de ses goûts, de ses possibilités financières aussi, puisqu'on sait aujourd'hui que le train, ça coûte malheureusement excessivement cher, et que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on attire peu de jeunes, et ça c'est un gros regret, mais la réalité, elle est là. Donc on fonctionne beaucoup avec des gens qui sont des passionnés, mais qui réagissent au coup de cœur. Un train qui nous plaît, on va le faire tourner, et on n'a pas d'état d'âme à faire fonctionner simultanément une vapeur des années 50 qui va croiser le dernier TGV ou le dernier Thalys sorti. La vie du club, ça se passe comment? Vous vous réunissez une fois par semaine? Alors la vie du club, c'est simple, on fonctionne tous les week-ends, on est ouvert le samedi après-midi, essentiellement pour les travaux sur le réseau, et on est ouvert le dimanche matin pour des circulations au public, ouvertes au public gratuitement, où on peut faire tourner nos trains, montrer, expliquer, et essayer de faire venir à nous de nouveaux adhérents. Et en plus de ça, vous faites des journées portes ouvertes, des journées à thème? Nous avons organisé chaque année, depuis quelques années maintenant, au moment de Noël, une journée porte ouverte, assortie d'une mini-bourse d'échange. Et depuis cette année 2024, on a innové en mettant des week-ends à thème qui ont lieu le premier week-end du mois. On a commencé, à tout seigneur, tout honneur, par les rames corail. On a poursuivi avec les autorails, les vapeurs, les trains des vacances pour coller à l'actualité. Au mois d'août, on fera les trains de nuit et les trains autocouchettes, et on va poursuivre comme ça jusqu'à la fin de l'année. On donne rendez-vous maintenant pour Noël, avec à la fois, on va faire sur un même week-end la journée porte ouverte et les trains du Père Noël. On va demander à nos adhérents de se creuser un petit peu la tête, de sortir les pots de colle et puis de nous créer leurs propres trains de Noël. Et finalement, quelle est la différence entre ces journées portes ouvertes et puis tous les dimanches où vous êtes ouvert au public? Est-ce qu'il y a des choses en plus? Est-ce qu'il y a des choses différentes? La chose en plus, j'en vois deux, moi, pour ce qui me concerne. Il y a d'une part, on a touché, à travers la publicité qu'on peut faire sur ces manifestations, un nouveau public, différent de celui qu'on touchait habituellement lors des journées portes ouvertes, qui étaient plutôt des amis du club, des habitués. Là, on a découvert que des gens ne connaissaient pas le club, alors que pourtant on est là depuis 1977. Ne connaissaient pas le club, ne connaissaient pas l'activité. On a donc un nouveau public qui nous suit. L'autre aspect plus important encore à mes yeux, c'est qu'on a pu fédérer autour de ces journées-là, ce week-end, qui se dure le samedi et le dimanche matin. Et on a des gens qu'on voyait très peu, qui sont venus avec leur rame, qui circulent à nouveau. On a le plaisir de se retrouver. C'est vraiment quelque chose qui a su fédérer un nouveau souffle, je trouve, moi, au niveau de nos adhérents. Pour ceux qui s'intéresseraient au club, venir vous voir éventuellement, je crois que vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous donner un petit peu les lieux où on peut vous retrouver? Alors on a décidé effectivement, depuis quelques années, on avait notre traditionnel blog ouvert au grand public et on a suivi le mouvement. On a aujourd'hui une page Facebook Corail 76. On est également sur Instagram avec une page Corail 76. Ça nous permet à la fois de diffuser de l'information sur nos activités, mettre aussi en ligne différentes vues qui sont prises ici au club, soit des vidéos, soit des photos, et puis de ratisser large, entre guillemets, avec justement nos followers, comme disent nos jeunes aujourd'hui. Donc voilà. Et puis une chose dont on n'a pas parlé, c'est que tous les 2 ans, vous organisez une exposition de taille beaucoup plus importante que ce que vous pouvez faire ici, puisque là, vous faites venir d'autres clubs et même d'autres disciplines. Tout à fait. Alors on va effectuer en 2025, ce sera la 8e édition de la grande exposition de modélisme, qui est une exposition de modélisme toutes disciplines confondues. On retrouve du train, bien évidemment, mais aussi du bateau, de l'avion, du Lego, du mécano, des maisons de poupées, des camions de pompiers, etc. Ce sont essentiellement des amateurs, que nous recevrons des amateurs qui viennent de toute la France. On a des gens qui viennent du Loiret, de la région parisienne,
Il y en a des gens qui viennent du Nord, on a même eu des gens qui venaient de Belgique. Donc on est vraiment ouvert à toutes les propositions. C'est un moment important auquel la municipalité tient également beaucoup, qui est un des partenaires, notre partenaire privilégié, puisqu'il met à disposition la salle et toute l'infrastructure qui nous permettent de durer sur un week-end et d'accueillir 400 à 500 personnes chaque année. La prochaine édition de cette manifestation aura lieu les 27 et 28 septembre 2025. Au club Corail 76, chacun a sa façon bien à lui de concevoir le modélisme ferroviaire et de jouer au train. La taille et le thème choisis pour les décors du réseau leur permettant de cohabiter sans problème. Voici par exemple Jérôme qui s'est lancé un grand défi. Alors Jérôme, vous, votre passion ici, c'est de venir faire rouler des trains, mais pas n'importe lesquels. Des trains que vous avez vus, que vous avez photographiés. Et ceux que j'aime, en particulier tous ceux de la ligne du PLM et la ligne de la Maurienne des années 70, 80, voire 90. Qu'est-ce que vous avez entre les mains là? C'est votre source d'inspiration? C'est ça, c'est un de mes nombreux classeurs de photos et c'est une photo qui date de 98 avec un vrai train qui passe à Itigny-Véron dans l'Yonne. Et en fin de compte, le but du jeu, en ce qui me concerne, c'est de recréer cette composition avec du matériel modélisme ferroviaire, de retrouver la référence exacte, la composition exacte et de recréer ce train il y a 20 ans. Alors ce genre de travail, ça c'est un travail d'enquête. Vous avez des difficultés à retrouver, à composer les rames que vous voulez composer? C'est à la fois un peu l'enquête, mais aussi à la fois un peu la chasse au trésor, de trouver la bonne pièce, la bonne voiture à disposition, quoi. Être content dans une expo, dans une bourse, disant ça y est, j'ai ma voiture que je recherche. C'est un peu le Graal en tant que passionné, quoi. C'est ça, c'est un peu la chasse au trésor, en fait, où vous allez. C'est pas forcément du matériel neuf sur les catalogues, c'est vraiment vous allez chercher ça en bourse. En bourse, en échange, via aussi des fois avec les réseaux sociaux, on arrive à retrouver des gens qui se séparent de pièces qu'on désire, et ça c'est super avantageux, quoi. Quelle rame vous faites rouler aujourd'hui qui est... Actuellement, c'est un Palatino, c'est un Paris-Rome des années 90. Avec des voitures Corail couchettes qu'on a beaucoup de mal à en trouver Rocco abordables, une voiture restaurant italienne et des voitures T2 émues et une CC 6500 en tête. Vous, la passion, c'est PLM, Bourgogne et la ligne de la Maurienne. Oui, c'est ça. Il y a des raisons particulières à ces attachements? J'ai vécu pendant 3 ans et demi dans l'Yonne, donc je connais parfaitement cette région-là. C'est une région qui me tient à cœur et une région qui me porte vraiment à cœur. Et les lignes de la Maurienne pour ces magnifiques paysages, la montagne, la circulation des rames étrangères, oui, ça me plaît beaucoup aussi ce côté-là, quoi. Quant à Hervé, sa passion vient aussi de l'observation du terrain. Et les wagons qu'il ne peut pas trouver, il a pris l'habitude de les fabriquer. C'était le temps où on avait le droit d'utiliser du trichloréthylène pour coller de la matière plastique, enfin ce qu'on appelait le polystyrène choc. Et donc là, j'ai fait d'emploi. En fait, quand je travaillais, j'avais ces wagons-là sous les yeux toute la journée, parce que je comptabilisais les pertes, enfin la casse, et puis les arrivages de tôle, donc les wagons couelles. Et donc à l'époque, il n'y avait pas ces wagons-là, n'existaient pas dans le commerce. Donc je me suis évertué à les faire correctement, enfin les faire plus correctement à l'échelle, parce que ça correspond vraiment à un tombereau EAS. Parce que ce qui sort actuellement chez Heureux, à mon avis, c'est pas tout à fait conforme, parce qu'ils sont plus longs. Logiquement, quand on lit le descriptif de ce wagon-là, il est prévu en cas de conflit de guerre qu'on puisse mettre des conteneurs de 40 pieds. C'est quand même bizarre, mais enfin c'est comme ça. Et donc le plus difficile c'était de trouver un compromis. J'en ai fait 25. Il y en a, disons, 19 de valables, quoi. Parce que les autres ont mal vieilli et se sont tordus. Bon, le chargement, c'est des chargements avec de l'aluminium en plaques, choses comme ça, ouais, en chapelure d'aluminium. Et je me suis même amusé à faire des rambardes sur ce wagon qui, à mon avis, ne doit pas exister. Ça a la traverse renforcée.
Et par exemple, avec le type de matériaux, aussi, c'est de l'Akilux, de cette couleur, que j'ai coupé. Et on arrive à faire des choses pas mal, on arrive à faire des échelles, des choses comme ça. Et donc, entre autres, les échelles qui sont là-dessus, c'en est. Et c'est de l'Akilux. Ah oui, ça va être fin. Hein. Voilà. Justement, il y en a une partie. Alors le 78, c'était plus récent, mais c'était sur la même base. Donc les bases, bon, c'est tout à fait créé comme ça, en plasticarde, collé et bien sûr au pistolet et compagnie. Alors ce que je me suis averti à faire, c'est justement d'avoir la bonne longueur. C'est-à-dire que je prends n'importe lequel, vous voyez, on a la bonne longueur du wagon. Très important. Ça, c'est un wagon Rocco. Donc, je ne me suis pas amusé à les faire quand même. Et donc, quand RE a sorti ça, j'ai dit, bon, je vais essayer. J'en ai acheté un pour voir, mais je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas la bonne longueur. Ils sont très jolis, hein, c'est pas la question. Hein. Bon, là, c'est la mise au point du roulement qui était assez difficile, quoi. Parce que les wagons qui sont vides, je me suis amusé à faire l'intérieur bosselé au possible avec des tags que j'ai vus en réel, quoi. Je vais souvent en visite à Saint-Pierre-des-Corps. Depuis que je suis en retraite, ma fille habite à Tours, donc ça me permet de rendre visite. Et donc je fais des photos. Voilà. Et donc ces wagons-là, ces wagons à coile, sont souvent décorés aussi. Alors la décoration, là, c'est de la photocopie, piquée dans Pinterest, tirée à volonté. Le plus difficile, c'est sur ce wagon-là, par exemple. Alors il faut inventer, réécrire un petit peu avec des feutres, mais enfin c'est celui-là, par exemple. Voilà, celui-là. Cap-train, et ils n'ont pas hésité à... Alors la plupart des wagons que j'ai fait comme ça ont été vus réellement. Alors des fois ça raconte une histoire, enfin, c'est comme ça. Pour rencontrer tous ces passionnés et d'autres encore membres du club, rendez-vous tous les dimanches matins dans les locaux de Corail 76 à Gonfreville-Lorcher ou lors des journées portes ouvertes qu'il organise. Vous trouverez plus de précisions sur les horaires et les dates sur la page Facebook du club.